Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un épisode, mais avant la draft de 2026, on voulait un petit peu revenir et faire un épisode spécial sur des prospects un peu pépites, des joueurs sur lesquels on lit un peu moins de choses, mais que nous on a beaucoup aimé, et des joueurs qu'on a plus haut que le consensus. Donc on va en présenter trois chacun, et c'est des joueurs qui partiront vraisemblablement pas au premier tour de la draft, peut-être à partir du deuxième tour, jusque au troisième jour de la draft, donc les tours 4, 5, 6, 7 éventuellement. Mais c'est des joueurs que nous, on a bien aimé scouter. En tout cas, on a bien aimé ce qu'on a vu. Et voilà, on voulait un petit peu leur donner de la visibilité et vous les présenter avant la draft qui a lieu, c'est quoi, le soir du 24, je crois? Dans la nuit du 24 au 25, il y a le premier tour. Ensuite, le vendredi soir, il y aura le deuxième et le troisième tour. Et le samedi après-midi, il y aura les tours 4, 5, 6, 7, ce qu'on appelle le Day 3. Donc voilà, Max, je suis avec Maxime et Nat, évidemment, je ne les ai même pas présentés. Comment vous allez, les gars? Salut Tristan, moi ça va super bien là. On a très hâte de cette draft là, dans comment dire, dans cette période un peu de flottement. Donc ouais, très très hâte. Et il y a Nat aussi. Salut Nat, j'espère que tu vas bien, mais merci d'avoir accepté de faire ce petit jeu avec nous. Ouais, salut les gars, bah ça va super bien. Moi, la draft, c'est ma période préférée. J'adore regarder les joueurs NCAA et tout ça. Donc, j'ai hâte que ça se finisse quand même et d'être enfin le jour de la draft. Mais c'est un processus que j'aime bien et content de faire cette émission avec vous. Ouais, puis ça va, on a eu de la chance, on n'attend pas la draft depuis le mois de novembre comme certaines franchises. Bon, nous deux, ça va. On a eu un bon parcours en playoff, Mm. donc nos trois équipes. Donc voilà, ça va. L'attente était moins longue que certaines années. Exactement. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, bien sûr. Vas-y, Maxime, tu veux peut-être commencer? On t'écoute. C'est quoi qui est ton premier prospect, ton premier coup de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, ça va être un joueur que je partage avec toi, Tristan. Tu le sais très bien. On s'est dit en off que c'est toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Du coup, on va parler de Jeremy Bernard, joueur qui est projeté, on va dire, au milieu du second tour. Que je vois la plupart du temps qu'il est à cette place-là. Et en fait, si j'avais envie de parler de lui, parce que je pense que ça peut être un des receveurs qui va avoir le plus d'impact dès la week 1 de tous les receveurs draftés. Il y a bien sûr le top 3 qui pour moi est dans un tiers vraiment haut, dans le tiers 1. Donc je parle bien évidemment de Mackay Lemon, Carnell Tate et Jordan Tyson. Mais ensuite, on a un tiers 2 là où on n'est pas sûr parce qu'ils ont des, comment dire, des lacunes plutôt compliquées quand tu fais de la transition NCAA NFL. Et moi, j'ai envie de mettre Jeremy Bernard en haut de ce tiers-là. Donc, je vous dis un peu les joueurs qui risquent d'être, qui sont projetés quasiment au même endroit, voire plus haut. Donc, je parle bien évidemment de Denzel Boston, de Kevin Concepcion et Omar Cooper Jr. Et vient ensuite Chris Bell, mais lui c'est plus pour des soucis de blessure. Et bien sûr Jeremy Bernard. Alors Jeremy Bernard, bien sûr receveur d'Alabama, qui a partagé toute sa saison avec Ryan Williams, celui qui avait fait une année de freshman complètement folle, et le QB qui se présente cette année, Ty Simpson, oui. Alors Jeremy Bernard, je vais d'abord un peu parler, il a fait son 40 yards dash, c'est vrai qu'il n'a pas été transcendant, je l'ai là, il est à 4,48. C'est vrai que pour un receveur c'est pas mal, mais il fait pas partie du top tiers de tous les prospects qui ont fait cet exercice-là. Mais on l'a vu qu'au 10 yards et aux 3 cônes, aux 3 cônes, je me souviens plus comment ça s'appelle, shuttle, tout ça, il est au-dessus de 90% de tous les prospects qui ont fait ça, donc du coup dans l'histoire du Combine. Il a des grosses mains, donc 10 pouces, tout ça. Et là, je vous ai dit uniquement ses qualités physiques. Enfin, voilà. Là, je vais vous dire un peu ses points forts. Ses points forts, c'est le mec, je trouve que au niveau intermédiaire, pour moi, c'est le roi. Enfin, c'est vraiment, il est une menace
extrême pour toutes les défenses dans ce niveau-là. Et aussi, pour moi, c'est un end zone killer. Le mec, il a été beaucoup trouvé par Ty Simpson cette année dans la zone d'un but. Donc, pour moi, en fait, il peut vraiment faire partie. Enfin, il peut être un complément pour une équipe qui a déjà des stars au poste. Mais si tu rajoutes quelqu'un comme lui, qui est un peu un multi-rôle receveur, je pense que il peut vraiment tirer son épingle du jeu, ainsi que vraiment rajouter une option à son équipe. Donc voilà. Sinon, c'est lacune importante. Je dirais que sur les catchs contestés, on n'est pas encore dans la crème de la crème à son poste, mais pour moi, c'est un joueur que j'adore. Il vient d'ailleurs d'une fac que j'adore, bien sûr, avec qui est la même que mon joueur préféré. Seuls les vrais sauront qui c'est. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Pour moi, je pense que c'est un pick plus safe que Denzel Boston ou que par exemple un mec comme Kevin Concepcion qui sont à peu près projetés au même niveau que lui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tristan, je sais que tu es d'accord avec moi. Si tu veux Ah rajouter bah, quelques trucs. je suis archi d'accord. Pour moi, Jeremy Bernard, c'est un des prospects les plus safe de la draft. Parce que c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus grand, c'est pas celui qui a les meilleures mains. Mais au final, il est très complet dans tout. Euh, c'est pas le numéro un dans une catégorie, mais il est vraiment très très complet. Donc, je pense que comme tu dis, pour la transition à NFL, ça va être assez rapide. Et peut-être un aspect que j'ajouterais que tu n'as pas mentionné, c'est sa capacité à bloquer, ce qui va en faire, je pense, un atout très intéressant pour les coordinateurs offensifs, puisque ben, un receveur, quand c'est pas un jeu de passe, il faut qu'il serve à quelque chose. Et Jeremy Bernard, c'est un bloqueur déjà ultra volontaire et vraiment efficace. Donc moi, je pense qu'il pourrait largement trouver sa place dans une offense un peu West Coast à la Kyle Shanahan ou Sean McVay, ce genre de schéma offensif. Ça devrait vachement lui convenir. Et personnellement, moi, enfin, je le prendrais au premier tour, les yeux fermés. Après, c'est pour ça qu'on parle de pépites qui sont un peu sous-cotées à nos yeux. Mais ouais, Jeremy Bernard, franchement, j'adore le prospect. C'est un de mes receveurs préférés de toute la Alors, QV. Tristan, pour un peu compléter ce que tu as dit et avant de demander à Nat ce qu'il pense de lui, avant qu'on trade notre pick 30 chez les Dolphins, moi c'était mon choix préféré à chaque mock draft, je prenais Jeremy parce que vraiment, et comme tu as dit, pour moi, sur un premier tour et surtout sur un late premier tour, pour moi je le prends vraiment, comme tu dis, les yeux fermés. Donc voilà. Nat, toi, t'en penses quoi de ce joueur parce que notre truc c'est que Ryan Williams on attendait que ce soit lui le receveur 1, ben finalement cette année ça a plus été Jeremy Bernard avec un Ryan Williams qui était un peu plus struggle, qui avait un peu plus de mal tout ça. Donc Nat, toi t'en penses quoi? Ouais, du coup, non, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est un joueur qui est sûr. C'est même, moi, je le vois vraiment comme une soupape de sécurité. Et je le verrais bien à la draft, par exemple, au premier tour, tu prends un Fernando Mendoza et en haut du second tour, tu vas chercher un Jeremy Bernard pour vraiment être la safety blanket ou la soupape de sécurité, qu'on peut dire, pour ton QB. Ça peut l'aider. Il est pas flashy, mais il est efficace. Comme tu l'as dit avec Ryan Williams, qui était plus le joueur big play, mais qui a fait énormément de drops sur sa deuxième année. Jeremy Bernard, c'était tout l'inverse. Il avait les mains sûres, il pouvait se dégager en troisième tentative. Et il a aussi un QI football qui est quand même relativement développé, où à trouver les zones en fait un peu faibles dans les zones quand il fait son tracé pour se démarquer des linebackers ou des safety. Donc un joueur vraiment polyvalent, intelligent, physique. Donc ouais, je pense il peut aller très haut. Ouais, et assez bon une fois qu'il a le ballon dans les mains aussi pour faire des yards après la réception. Donc franchement, je pense que c'est un profil qui va plaire à beaucoup de monde. Ok, bah Voilà. peut-être numéro 2, Nat, tu veux y aller? Je te Bah, laisse vas-y. me parler de Alors moi, ta je vais première parler pick. de Oscar Delp, le tight end de Georgia. Alors c'est un prospect assez intéressant parce qu'on le voit un peu partout. Il fait que de grimper les boards en ce moment, mais c'est un joueur qui était pas attendu très haut avant. Pour faire un petit rappel sur ses attributs physiques, il fait à peu près 1m95 pour 110 kilos.
sur ses stats, c'est très compliqué parce qu'en fait, il a absolument pas produit sur sa dernière saison. Il fait 20 catchs pour 260 yards à peu près et un seul touchdown. Donc ça va être un joueur où c'est la projection qui est intéressante par rapport à, fait, à ses facultés physiques. Euh, il y a un autre aussi aspect qui est un peu important, c'est que il a participé au combine, mais il n'a pas pu faire le 40 yards parce qu'il a eu les médecins ont décelé une fracture à son pied et donc du coup il a pas pu participer. Il a joué quasiment toute la saison avec cette fracture. Donc ça montre quand même un certain mental. Mais il a participé du coup à son Pro Day à courir. Donc après, il faut prendre le temps du Pro Day pour ce qu'il est. Hein. C'est un peu moins fiable que le temps du Combine, mais il a fait une sorte de entre 4,47 et 4,49. Donc c'est un temps absolument exceptionnel pour un tight end. Et même c'est quelque chose qui se retranscrit sur le terrain parce que quand on le voit, même quand il n'a pas le ballon, il est extrêmement fluide sur ses mouvements et il a une faculté à pouvoir se dégager des, du man-to-man. Alors, contre un linebacker, il peut battre un linebacker plutôt facilement. Il est tenace sur ses blocs et physique sur ses blocs, même s'il a techniquement, je pense qu'il y a quelques points à améliorer là-dessus, mais il peut être un très bon bloqueur. Il peut créer des yards after catch. Donc c'est un joueur relativement complet pour le poste de tight end et je serais pas étonné de le voir d'être le deuxième tight end sélectionné sur cette draft. Juste après Kenyan Sadiq, je pense que son range c'est entre le deuxième et fin de troisième tour, mais je trouve que c'est un profil plus intéressant que par exemple un Eli Tower qui est une sorte de big slot mais qui va pas beaucoup t'apporter sur le jeu de course, sur ses blocs, alors que un Oscar Delp c'est plus complet. Voilà, voilà. Si vous allez. Ouais, je partage ton avis. Je pense que, comme tu as dit, avec ce genre de profil, tu mises un petit peu plus sur les qualités athlétiques et le potentiel de ce qui peut devenir au niveau pro, plutôt que vraiment sur la production en college football, puisque bah ouais, il a 3 saisons avec peu de production, mais pas mal de flash en vidéo. Donc ouais, je pense que c'est le genre de profil qui peut être high risk, high reward. Donc ça peut valoir le coup de mettre une pièce dessus. Surtout que bah en dessous, enfin, c'est pas une classe de tight end vraiment phénoménale. Il y a un peu de profondeur, mais, euh, mais rien à voir avec l'année dernière, par exemple. Toi, t'en penses quoi, Max? Ouais, non, vous avez quasiment tout dit. Moi, je pense que ça peut être un bon tight end à développer. On a vu qu'en fait, quand il était à Georgia, en fait, il s'est beaucoup amélioré sur le pass pro. Donc, je pense que ça peut être enfin, un tight end vraiment décent au bout de la deuxième, troisième année et devenir finalement un vrai tight end 1. Donc, pour moi, comme tu as dit, high risk, high reward. Donc, je pense que oui, ça reste un bon choix. Voilà. Ok, Du coup, c'est à toi, Tristan. Du coup. ouais, bah moi je vais commencer par parler, je pense, de mon joueur préféré de toute la draft, tout joueur confondu. C'est le cornerback d'Indiana, champion en titre du coup, D'Angelo Pons, qui a un profil assez particulier parce que il mesure, je crois, 1,73 m, quelque chose comme ça. C'est vraiment petit pour un joueur NFL. Bah, c'était déjà petit pour un joueur de college football, mais au niveau professionnel, ce sera encore plus flagrant. C'est vraiment, je pense, le critère qui pourrait le faire chuter à la draft parce que, hormis ça, pour moi, c'est largement un talent de premier tour. Il est archi tenace, il est plutôt intelligent, très très vif. Et je trouve quelque chose qui compense vachement son manque de taille. Euh, c'est sa capacité à, à défendre la passe avec enfin, ses instincts et sa détente. Il a une détente d'1,10 m. Je sais pas si on se rend compte, c'est 43 inches. Enfin, c'est phénoménal. Après, c'est aussi parce qu'il est plus léger, mais il a des vrais ressorts à la place des mollets. Et ouais, moi, c'est un joueur que j'adore. Il est ultra compétitif. Ça se voit sur la tape, mais aussi en interview. Enfin, c'est quelque chose qui transpire de son jeu. Ultra physique, malgré son gabarit, on dirait pas comme ça. Plutôt bon plaqueur. J'ai vu très peu de plaquages manqués. Et malgré un style de jeu très compétitif, très agressif,
qui va plaire au coach NFL, et ben, il a qu'une pénalité dans toute sa carrière de college football. Donc pour moi, c'est un joueur qui trouvera une place en NFL dans un roster, que ce soit au poste de nickel ou au poste d'outside cornerback. Pour moi, il a une flexibilité. Et vu les tendances récentes à faire jouer le plus possible de defensive back en même temps sur le terrain, puisque bah, le jeu a tendance à s'orienter quand même vachement vers des trucs explosifs et des passes. Euh, Bah, en ce moment, la tendance, c'est d'arrêter la course avec le moins de joueurs possible sur la ligne et de faire jouer 3, 4, 5 DB à la fois. Je pense qu'un joueur comme D'Angelo Ponds qui sait un peu tout faire, malgré un petit gabarit, c'est du pain béni au deuxième tour. Et ouais, personnellement, je pourrais appuyer sur la détente dès la fin du premier tour pour un joueur comme ça. Ouais, c'est mon joueur préféré, je pense, de la draft. En tout cas, c'est mon plus gros coup de cœur. Donc voilà, j'ai donné de la force à D'Angelo Ponds. Qu'est-ce que tu en penses, Nat, toi, de son profil? Bah oui, oui, moi c'est un joueur que j'adore, hyper agressif, bon sur les plaquages malgré sa taille. Il a pas peur aussi en match-up homme à homme d'affronter. Bah, on a vu son 1 contre 1 contre Jeremiah Smith d'Ohio State, donc il peut rivaliser même avec des joueurs qui le dépassent. Moi, il me fait un peu penser. Après, c'est une grosse comparaison, hein. Peut-être faut lui espérer une carrière comme ça, mais Antoine Winfield, le cornerback qui était le père donc de Antoine Winfield Junior, le corner qui était chez les Vikings. Mais du coup, un joueur qui était aussi de petite taille, mais qui était très bon. Donc ouais, un joueur que j'aime bien. Ouais. Donc pareil, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être premier tour, c'est peut-être un peu riche à mon goût, mais ouais, en deuxième, il quitte pas le deuxième tour. Ouais. Ouais, ouais. Bah, Jeremiah Smith, c'est peut-être son pire match, mais en même temps, on parle d'un futur très haut de premier tour l'année prochaine. Donc, bon, Top 5. oui, ça se comprend. Et toi, Max? Ouais, moi j'aime vraiment bien aussi ce joueur-là. Si je dois rester un peu neutre et du coup lui trouver des défauts, tout ça, ben, c'est sa taille. En fait, le truc c'est que on a rarement vu des corners aussi petits que lui. Alors c'est vrai que comme tu as tout dit, il a un esprit de compétition de malade. Je pense que pour plein de défensifs coordinateurs, c'est très important d'avoir des mecs comme ça. Donc pour moi, ce serait bien de le greffer à déjà un corps de receveur solide afin de De corner, tu veux dire? progresser de corners, ouais, afin de progresser et petit à petit devenir un vrai outside corner. Parce que là, du coup, sa taille, je pense que sa première année, je pense qu'on va d'abord le mettre en tant que nickel, peut-être dans le slot, tu sais. Donc savoir, mais c'est un super joueur et j'ai hâte de le voir jouer, en tout cas. Ouais, bah, c'est clair qu'il a un profil assez match-up dépendant, hein. Si tu le mets contre un receveur très très grand ou un Contre un tight end, Drake London, tu vois. ça va être plus difficile. Mais en fait, c'est l'avantage, c'est que tu peux le faire jouer partout et le mettre contre un match-up où il sera pas en cruel désavantage, si possible. Donc voilà, moi c'est personnellement un joueur que j'adore. Et voilà, on a fait déjà un premier tour. On en a encore deux chacun. Voilà. Et peut-être en fin d'épisode, on aura quelques mentions honorables. Mais voilà, déjà trois petits prospects. Alors, si tu veux qu'on continue dans les cornerbacks, moi, je vais vous donner mon second joueur qui est projeté quasiment au même moment que Pounds. C'est Trayden Stux de chez les Arizona Coyotes, non? C'est ça, je crois. Non, c'est pas les Coyotes. Bon, c'est pas grave. Mais il est dans la fac de Arizona. Alors, Trayden Stux, pour moi, c'est un joueur que j'aime bien, sinon je l'aurais pas dit ici. Mais en fait, là où il est, comment dire, amené à être pique, en fait, c'est le seul corner qui fait une taille de 6,2. Sinon, tout le reste, ben, t'as D'Angelo Pounds, il fait 5,8, 5,9. Là, t'as plein de mecs à 6 pieds grand max. Et lui, en fait, je le kiffe parce que je vois un mec qui joue slot, voire nickel, là, qui est super fort en termes de ball hawk, qui a fait, je crois, 7 interceptions dans sa carrière universitaire, qui a 21 pass break-up sur environ 200 targets, donc c'est plutôt pas mal, je trouve.
Et en plus d'avoir un instinct de ball hawk, de vraiment un mec qui va ben, parfois intercepter tout ça, je pense qu'il peut vraiment devenir un vrai cornerback 1 dans la ligue dans les années suivantes. Parce que en fait, il a la taille parfaite, il a l'athlétisme parfait, entre guillemets. Il fait quand même 4,33 au 40 yards dash pour quasiment un peu moins de 1,90 m. C'est vraiment très très effrayant. Euh, et voilà, j'ai l'impression que le mec, il peut tout faire. Il peut encore s'améliorer en termes de run defense, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'il s'adapte parfaitement au jeu que l'équipe adverse fait. C'est-à-dire qu'il reconnaît bien vite les screen pass, les jeux de course, tout ça, et je trouve qu'en fait, ben, il va s'améliorer petit à petit. Et pour moi, son seul défaut, entre gros guillemets, c'est qu'il va se présenter à la draft et sa première saison, il aura 24 ans. Je suis même pas sûr que la week-end, il ait 24 ans. Je pense qu'il va peut-être en avoir 25 même. Donc il est un peu vieux. Je pense que c'est un peu ça qui le fait chuter vraiment. Mais pour moi, en fait, là, vous savez très bien que je m'en fous un peu. Donc, pour moi c'est un no-brainer second tour. Donc voilà. Toi, on te Je sais parle pas. pas d'âge, toi. Ah, moi, non. Non, non, non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tristan? Ouais, Stux, j'aime beaucoup la versatilité, le fait qu'il puisse jouer nickel, qu'il puisse presque jouer safety, qu'il puisse jouer outside aussi, enfin à l'extérieur. Joueur très intelligent qui s'explique aussi par le fait qu'il est plus expérimenté. Enfin, ouais, il aura 25 ans au début de sa saison rookie. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi un avantage à drafter des joueurs plus âgés, entre guillemets. Certes, bah, à la fin de leur contrat rookie, ils ont 29 ans et ils sont déjà peut-être enfin, au-delà de leur prime physique, entre guillemets. Mais l'avantage, c'est que bah, tu perds pas sur la durée de leur contrat rookie, tu perds pas 2 ans à créer des automatismes, à leur apprendre comment être des pros. C'est des joueurs qui, souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais qui souvent sont plus avancés dans leur développement personnel en tant que joueur professionnel. Et, euh, et ouais, Stux c'est un très très bon profil. Euh, peut-être, je dirais, petit défaut sur la forme des plaquages. C'est pas son gros point fort, mais c'est le genre de chose qui est largement correctible. Donc j'ai confiance aussi en ce prospect. Ok, ok. Ben, Nat, toi, t'as quelque chose à dire sur Trade Stux? Ou t'enchaînes direct avec le second joueur? Non, c'était juste pour dire que c'est les Arizona Wildcats, l'équipe. Ouais, ok, Mais ok. sinon, sinon, vous avez tout dit sur le joueur, donc j'ai rien à rajouter. J'ai passé du coup à mon joueur à moi. Et c'est Jeshon Barham, et c'est l'edge linebacker de Michigan. Et lui, c'est toi tout à l'heure, c'était D'Angelo Pounds. Bah, lui, j'ai pas trop d'explications, mais c'est mon joueur préféré de toute cette draft. C'est un joueur, alors du coup, qui a fait 2 ans à Maryland et après qui a transféré pour ses 2 dernières années à Michigan. Et c'est uniquement sur sa dernière année que le coaching staff lui a demandé de jouer edge, et il l'a fait. Alors que de base, c'était un linebacker traditionnel. C'est un joueur que j'aime bien parce que déjà physiquement il a un physique assez intéressant. Il fait 1,93 m pour 111 kilos. Il a des longs bras, des grandes mains, et il est extrêmement explosif sur son premier pas. Il est tenace, et sur sa poursuite et sur son il lâche pas, en fait, il lâche pas le morceau. Il va vraiment jusqu'au bout de l'action, jusqu'à ce que le sifflet retentit. Euh, Malheureusement, en fait, c'est qu'il est encore très frais au poste de edge rusher. Il n'a pas encore tout l'arsenal de pass rush move que d'autres edge, un de ses compères, par exemple Derek Moore de l'autre côté à Michigan, peut avoir. Il est encore très frais sur ce poste-là. Mais il a une certaine mentalité que j'aime bien, et une violence avec laquelle il joue que j'aime bien aussi. Et je pense que dans une bonne équipe avec un bon coach, il peut être développé de manière intéressante. Après, hein, sur un de ses points, je pense qu'il peut être positif, et qu'il faut lui donner crédit, c'est son côté twinner, en fait. Il y a,
vu qu'il a joué linebacker, vu qu'il a de l'expérience en linebacker, si tu le drops en zone, ça arrive des fois. Il a le QI football et il a l'intelligence de jeu pour pouvoir en fait plutôt bien être positionné pour faire l'action. Euh, et, euh, et je pense qu'aussi ça peut être un atout qui peut être utilisé par l'équipe qui va le drafter. Utiliser sa polyvalence et sa versatilité pour en fait le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire des actions. Euh, J'aime pas trop les comparaisons, mais il me fait un peu penser dans les profils à deux joueurs spécifiques. Il me fait un peu penser à Anthony Barr. Je sais pas si vous vous souvenez, le joueur qui a été drafté par les Nets du UCLA, qui a Oui. été drafté, je crois, par les Vikings, et aussi par Jimmy Collins, que je connais bien, qui a été drafté par les Patriots, qui était un peu utilisé sur tout le terrain, soit en linebacker traditionnel, soit en edge et tout. Donc il était assez polyvalent. Donc je vois un peu ce même parcours. Et c'est un joueur que je vois être drafté fin de deuxième tour, entre le deuxième et le quatrième grand max, mais qui a des attributs assez intéressants et une mentalité que j'aime bien. Donc, voilà. Si vous avez des choses à rajouter sur Barham. Bah, je te rejoins, j'aime bien le profil, encore une fois, un joueur, un joueur projet, mais avec beaucoup de promesses. Euh, il a un plafond très très haut s'il atterrit dans une franchise où le coaching staff bah, le met dans les meilleures conditions et que voilà, la mayonnaise prend, comme on dit. Ouais, je pense que ça peut être un pari très 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 intéressant à partir du troisième tour ou quatrième tour s'il est encore dispo. Surtout que c'est une classe de edge rusher assez profonde, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a pas de prospect ultime, mais il y a vraiment les goûts et les couleurs, quoi. Donc Barham, je pense que c'est un, ouais, c'est un profil hyper intéressant. Moi, personnellement, je miserais dessus aussi. Surtout que avec seulement une année au poste de edge rusher, il a déjà montré vraiment, on va dire, les qualités intrinsèques nécessaires pour faire un bon pro, comme tu l'as dit, la poursuite, l'effort, tout ça. Euh, et les pass rush moves, ça viendra avec le temps. Moi, je pense que ça, ouais, dans 2 ans, ça peut être vraiment un joueur clé d'une défense. Ouais, moi, je vais pas rajouter 50 000 trucs. Moi, je pense que c'est très important ce que tu as dit, qu'en fait, tout dépendra de là où il tombe. Et en fait, s'il tombe chez un défensif coordinateur qui sait quoi faire de lui, je pense qu'il va vraiment être très utile à ce défensif coordinateur-là. Donc, ouais, voilà. Donc, moi, je vais un peu, comment dire, regarder où est-ce qu'il tombe. Parce que ça peut être, comme vous avez dit, très, très intéressant. Ouais, s'il y a des vétérans pour l'encadrer et que au début, enfin que sa première année rookie, il a pas énormément de temps de jeu, ça m'étonnerait pas beaucoup, mais attention au développement, ouais, je pense que ça peut être un très bon pari. Du coup, c'est à toi. Euh, c'est re à moi, ouais, Maxime, t'en as fait deux. Ben moi, je vais vous parler d'un running back, puisque c'est une QV dont on entend beaucoup qu'elle est assez faible au poste de running back, que si on en voulait un, c'était l'année dernière qu'il fallait le prendre, etc. Et tout n'est pas faux dans ces propos. Hormis Jeremiah Love, il y a quand même un sacré drop-off sur la suite de la QV de running back. Mais il y en a un qui personnellement m'a beaucoup plu, et c'est Emmett Johnson, le running back de Nebraska. C'est mon deuxième, enfin c'est mon running back 2 de cette QV. Et j'adore son profil, je trouve qu'il est ultra complet. Il a une très très bonne accélération, très très agile, euh, donc il passe très très bien entre les lignes, entre les blocs. Euh, je dirais que son plus gros point faible à l'heure actuelle, c'est en passe protection. Donc c'est peut-être pour l'instant pas un running back qui pourra rester sur les, sur les downs où il y a besoin de passe protection. En revanche, sur third down, il a des très bonnes mains, donc il peut aussi être utilisé bah, dans une offense West Coast, un peu comme Jeremy Bernard tout à l'heure, mais au poste de running back, puisque c'est une très bonne soupape.
Euh, et je trouve que parmi les running backs de la QV, c'est c'est celui, hormis Jeremiah Love, sur lesquels j'ai le plus d'espoir au niveau pro. Euh, Cette année, il a, je crois, euh, plus de 1400 yards à la course. Euh, c'est le seul running back de la QV qui a plus de 100 ou 115 yards par match. Donc il est productif, il est fiable, très peu de fumble. Euh, pour moi, c'est un profil qui est bon dans tout, quasiment. Et ouais, vu la faible quantité de bons running back cette année, je ne serais pas étonné qu'ils partent plus haut que ce qu'on pense. Je pourrais dire la même chose pour Jonah Coleman. Mais Emmett Johnson, ça reste mon running back préféré. Donc voilà, je voulais le mentionner ici. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le scouter. Et si oui, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais... Ouais, ben moi il y a un truc que j'aimerais rajouter, c'est que aussi pour les défenses adverses, il est à prendre au sérieux dans les airs. Il peut très vite se rendre disponible pour son QB et tout ça. Donc, le truc qui va un peu le limiter, comme tu as dit, c'est le fait que ben, il manque cruellement de blocs. Il bloque, enfin, c'est une de ses lacunes, comme tu l'as dit, mais je pense que sur les jeux de passe, il peut vraiment se rendre très, 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 très utile directement. Donc ça, c'est très fort. Voilà. Et toi, Nat, du coup? Ouais, si j'ai un truc à rajouter, c'est le pass pro. Je pense que c'est aussi pour voir un joueur qui a été scout et tout le monde avait dit c'était le meilleur au pass pro qui était Trevion Anderson l'année dernière. Ça a été l'un des plus mauvais sur la saison dernière en tant que rookie. Il s'est très mal habitué en fait je sais pas aux attaques, aux défenses adverses, je veux dire. Mais du coup, c'est un aspect que je pense qui est certes à prendre en considération, mais la manière dont le joueur appréhende ça et comment il s'est appris, c'est deux choses différentes. Et je pense qu'il peut vite apprendre aussi ça. Et un autre point sur Ahmed Johnson, c'est vraiment c'était la focale de Nebraska, et Nebraska ils avaient rien sans lui, et il a quand même prouvé genre semaine après semaine que on pouvait compter sur lui malgré un physique qui est quand même assez frêle, je dirais. C'est pas voilà, c'est pas Jonah Coleman, il est pas en termes de pour encaisser les coups, c'est peut-être pas trop ça, mais il a quand même réussi à le faire. Donc je trouve que c'était aussi un point à souligner, le fait que c'était vraiment toute l'attaque de Nebraska. Ouais, ouais, il est pas parmi les plus costauds, mais il est pas frêle non plus. Donc, il est au-dessus de 200 pounds. C'est, on va dire, dans la moyenne. Ok. Dernier tour de table, du coup. Je vais commencer, comme c'est moi qui démarre à chaque fois. Alors, je vais vous parler d'un tight end de Cincinnati, qui avant était à Ohio State. Il a pas beaucoup joué, c'est vrai. Donc, ça va un peu le faire baisser en termes de, comment dire, de draft value. Là, il est prévu pour, je dirais, 4 voire 5e tour. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, un peu comme ce qu'a dit Nat, il n'y a pas vraiment de tight end numéro 2 ou de numéro 3, tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu tous des projets, c'est-à-dire des mecs sur qui on va miser et qu'on va développer en interne. Euh, du coup, pour moi, je vais vous parler de Joe Royer. Alors, c'est un mec que j'ai vraiment kiffé sa tape, vraiment. Je le trouve très, très intelligent pour trouver des spots dans du coverage de zone. Je le trouve rapide, il est capable de faire des choses en YAC, donc en yard after catch. Euh, et ensuite, ben, je trouve que ben, niveau footwork et tout, en fait, ben, il a un peu quasiment tout, hein, parce que s'il avait vraiment tout, il serait vraiment plus haut, mais je trouve que pour développer, il lui manque vraiment un truc, c'est de vraiment bien, bien bloquer. Donc j'espère qu'il tombera dans une équipe où on va lui apprendre à bien bloquer, parce que si il commence à bien bloquer, je pense qu'il peut être très, très important, et voire il peut même devenir une menace. Ben, du coup, ben, quand il sera sur le terrain, il sera ben, une menace
ben, comme il est, comme d'habitude, c'est-à-dire rapide, qui est très, très intelligent, qui arrive à se démarquer au niveau intermédiaire plutôt. Et aussi dans les jeux de course, tout ça, je trouve que ça peut vraiment, ben, s'il a ça, s'il a ce bloc-là, je pense que ça peut vraiment devenir un tight end qu'on respectera sur tous les styles de jeu, donc que ce soit à la course ou à la passe. Et voilà, donc voilà, j'avais juste envie de terminer en disant que les tight ends cette année, pour moi, c'est ceux qui seront les mieux développés, qui brilleront le plus. Donc ça va vraiment dépendre beaucoup de où est-ce qu'ils tombent. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça, mais hormis Kenyon Sadiq, c'est vrai que des Max Clair, comme tu as dit tout à l'heure, Nat, des Delp, tout ça, je pense que c'est des projets, quoi. C'est pas des mecs peut-être qui vont pas briller le week 1 ou voire année 1. Voilà. Ouais, ouais, je partage un petit peu ce point de vue sur les tight ends. Après, ça reste, enfin, c'est assez classique que les tight ends, il y ait une bonne différence entre leur production en college football et en NFL. Ça a tendance à pas mal varier. C'est pas toujours les meilleurs joueurs enfin, les joueurs les plus productifs de college football qui font les meilleurs pros en NFL. Mais ouais, c'est vrai que Joe Royer, c'est un profil intéressant au troisième jour. Donc, je partage ton avis, je te rejoins là-dessus. Tu t'es mis? Merci Tristan. Ouais, ouais, j'étais bien. Et toi, Nat, t'en penses quoi Je de vais ce lui Joe? espérer une meilleure carrière pro que lui, mais en termes de prospect, il me fait un peu penser à Irv Smith Jr. qui était à Alabama. Je sais Ouais, pas qui a si vous fini chez les voyez. Vikings, je crois. Ouais, qui était chez les Vikings, qui a un peu Mhm. un profil un peu similaire sur je trouve comme que tu l'as souligné au début là, le yard after catch, où tu lui donnes le ballon, il arrive à créer par lui-même après. Mais ouais, après je suis assez d'accord sur les tight ends, mais même j'irais peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait je trouve que c'est des profils qui quand même sont tous assez différents. Ils proposent tous des choses. Il va y avoir des profils vraiment bloqueurs, des profils vraiment pass catchers, des profils complets. Il y en a très 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 peu. Et ceux qui sont complets, bah, soit ils ont pas assez produit, soit ils ont un problème athlétique ou je sais pas quoi. Donc ouais, il y en a pour tous les goûts, mais c'est assez, oui, c'est assez compliqué quoi, comme classe dans le sens où il y a pas forcément le joueur parfait que tout le monde attend quoi. Ouais, ben, je dis ça parce qu'en fait, j'ai vraiment parlé avec beaucoup de monde et il y a des gens, par exemple, toi, tu me dis que Delp, par exemple, c'est ton tight end numéro 2. T'en as plein qui m'ont dit que c'était Eli Stowers. On en a parlé aussi avec Tristan très tôt. Michael Trigg était un mec que Tristan aimait plutôt bien. Ouais. Euh, Il y avait vraiment plein de gens qui mettaient en tant que tight end 2 un joueur différent. Donc c'est pour ça qu'on souligne le fait que c'est des profils différents, mais il y en a quasiment aucun qui sont, même aucun qui sont complets, comme tu as dit. Voilà, maintenant, Donc, mon tight end 2, c'est Sam Rauch de Stanford. Donc, tu vois, Mais je suis mais pas ouais. étonné, tu vois, genre, en fait, je serais pas surpris si par exemple Sam Rush il est prêt avant, ou si Max Clair il est prêt avant ou après, en fait, et même, après, c'est une discussion qu'on pourra peut-être avoir après, mais il y a ce truc de me dire, à part le premier tour, et là, je parle même pas que des Titans, en termes de projection sur qui va atterrir où, c'est quand même relativement large, en fait, comparé à d'autres années où on savait à peu près, ouais, ce joueur-là, c'est peut-être un second tour. Là, il y a des joueurs, ils peuvent être second tour comme ils peuvent être quatrième, ou c'est vraiment Cinquième et ouais, tout. ouais, cinquième et tout, donc ouais. ouais. Mais ouais. Bon, on en a fini avec cette histoire de tight end. On va pouvoir passer à Nat. Bah, du coup, Vas-y. oui, ça rentre, c'est un joueur qui est pas pareil en termes de projection, je le vois, j'arrive pas trop à le placer, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est Jacoby Thomas, le safety de Miami. Donc, c'est un énième défenseur qui a brillé sur cette dernière saison, chez les Hurricanes. Et c'est un joueur que j'apprécie surtout. En fait, c'est vraiment, je pense que quand je scoute, c'est des termes et c'est surtout des profils que j'apprécie. C'est un joueur qui est extrêmement physique, qui a une mentalité un peu à l'ancienne dans les safety, qui va vraiment imposer sa volonté sur le joueur adverse. Et je pense, c'est probablement un box safety, un strong safety quand il va arriver en NFL. Il a quand même certaines lacunes en couverture,
Mais l'utilisation, il a été utilisé beaucoup en blitz, comme Keontae Scott, son compère, là, le nickelback de Miami, beaucoup en blitz, et ça a marché. Euh, Très bon plaqueur. Il a eu 5 interceptions, mais je trouve que c'est pas forcément, ça montre pas forcément son potentiel en tant que, on va dire, quelqu'un, un safety qui peut couvrir en zone. Il peut couvrir des zones, on va dire, plus en curl flat, vraiment sur ce qu'il y a devant lui ou sur le côté. Mais il n'a pas la fluidité au niveau des hanches, ni même la rapidité pour couvrir des zones plus profondes. Euh, et c'est un joueur, ouais, on en parlait tout à l'heure comme Trayvon Stock, c'est un joueur qui est extrêmement expérimenté. C'est un joueur qui a commencé à Middle Tennessee, qui a transféré après à Tennessee où il a pas beaucoup joué et qui fait sa meilleure saison en termes de production et d'impact à Miami. Donc les joueurs n'évoluent pas tous au même niveau et ils peuvent avoir un impact. Voilà, donc lui, c'est un joueur de cinquième année qui a un impact sur cette dernière année, mais qui a un vrai impact. Et comme tu le disais tout à l'heure, Tristan, ça, je trouve ça intéressant. C'est si tu le draftes, c'est genre, je serais pas étonné si une équipe le draft au quatrième tour, par exemple, en se disant, si je le mets sur le terrain, je sais ce qu'il vaut et il le fera bien. Mais il peut aussi tout autant être drafté au sixième tour parce que il a quand même certaines lacunes. Et dernier point que je voulais souligner sur lui. Euh, non, ouais, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, si, c'est peut-être il est peut-être trop agressif à certains moments. Donc en fait, il va du coup rater des plaquages. Et ça, c'est dommage. Tu vois, c'est un truc qui peut contrôler, mais c'est ça. Ouais, c'est peut-être sa suragressivité des fois sur les plaquages. Il va vraiment se lancer tête la première, épaule la première, et pas forcément mettre les mains. Mais à part ça, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Ouais, bah c'est un peu un défaut qu'on retrouve chez Keontae Scott, qui était aussi à Miami fin, l'année dernière là. Et donc peut-être que quand il y a des similarités en termes de qualité et de défaut dans deux joueurs de la même fac, ça peut être parfois imputé au coaching, ou en tout cas la manière dont on leur donne les consignes. J'aime bien Jacoby Thomas aussi, je pense que pareil, à partir du troisième jour, c'est un joueur qui présente pas mal de value. Donc ouais, merci pour la recommandation, Nat. Moi, les gars, j'ai rien à dire. J'ai pas trop scout Jacoby Thomas, donc je vous fais confiance et j'irai le scout, bien sûr, avant la draft. Voilà. Ouais, bah du coup, moi je vais vous parler de mon dernier joueur qui, je trouve, est extrêmement sous-coté. Je pense que, enfin, de tous les joueurs qu'on a dit, c'est celui sur lequel ma note diffère le plus du consensus. C'est Torean York, le linebacker de Texas A&M. Je le trouve vraiment excellent au poste de middle linebacker. Euh, Chez les Ages, il était capitaine. Je ne sais pas s'il était capitaine les 3 années où il était titulaire, mais en tout cas, ouais, il était. Ouais, Nat me confirme. Il était titulaire les 3 années à Texas A&M. C'est un joueur hyper intelligent qui se fait très très rarement surprendre par les offenses adverses. Il est extrêmement discipliné. Il a une bonne technique de plaquage. Il est efficace contre la passe aussi. C'est vraiment un joueur qui est fiable, je trouve, et qui peut être un vrai leader dans un vestiaire NFL. Son seul point faible, et pas des moindres, c'est sa taille et son gabarit, encore une fois. Un petit peu comme D'Angelo Ponce finalement, peut-être que j'ai un style. Euh, ouais, il fait moins d'1 m 80. C'est vraiment un petit format pour un linebacker, surtout pour un Mike. Mais on a vu ce genre de profil fonctionner, notamment chez les Vikings avec Ivan Pace, euh, qui est un Mike linebacker franchement très, très décent, je trouve. Je le trouve même assez sous-coté. Euh, je pense que ça peut être le cas de Torian York. Je pense que enfin, récupérer un joueur de cette qualité et de cette intelligence de jeu au troisième jour, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du pain béni pour une franchise NFL. En plus de ça, ça fait partie des joueurs qui ont le plus de plaquage
en kick coverage. Donc, quoi qu'il arrive, il trouvera une place en special team. Il y aura moyen de lui donner du temps de jeu. Ça pourra être un contributeur dans une équipe NFL. Donc, personnellement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est aussi bas dans le consensus que je vois passer partout. Ouais, pour moi, c'est une grosse valeur sûre. Et même si voilà, il n'a pas le profil athlétique d'un futur All-Pro, c'est un joueur fiable, intelligent, qui se fait rarement surprendre, qui est très discipliné, qui ne commet pas de pénalités. C'est un leader. Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus à un prospect du jour 3. Donc voilà, pour moi, Toréan York, très très sous-coté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment le genre de pick qui fait énormément de value. On a vu par exemple les Seahawks, je prends cet exemple-là parce que je les connais bien, mais un joueur comme Drake Thomas, qui a été titulaire au Super Bowl, qui a été undrafted free agent à l'origine, et qui là émerge en tant que starter dans peut-être la meilleure défense de la ligue, euh, bah, c'est des joueurs qui ont une place dans un roster NFL. Donc je pense que Toréan York, il peut partir plus tôt que prévu. Moi, j'ai peut-être un début de réponse de pourquoi il est aussi bas. Ben, tu l'as dit, c'est que il est vraiment, il est très maigre, enfin maigre. Il n'est pas si Euh, maigre, hein. oui, mais Par rapport à sa taille, il n'est pas maigre. ouais, mais par rapport au poste et aux personnes qu'il y a sur ce poste-là, il fait partie des plus maigres et qu'il est aussi, comme tu l'as dit, il a une taille plutôt petite. Il fait combien? Il doit faire 5'11". Il fait un peu moins que 5 pieds 11, donc ça correspond, je crois, à 1m77, 1m78. Ouais. Donc c'est pas très grand, mais en fait, il compense par ses instincts et bah, ce qu'il perd en range, en envergure, il le compense en étant bien placé, quoi. Ouais, et sinon, sinon, comme tu as dit, oui, il a un esprit de compétitivité vraiment super bien. Mais oui, mais je te dis ça parce que pour moi, c'est juste sa taille qui lui fait défaut. Je pense que s'il était un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus lourd, il aurait bien sûr été plus haut, quoi. Enfin, il aurait été pris bien avant que là, il va être pris. Après, on sait pas, mais je pense qu'il va être pris quoi, allez, quatrième tour, je pense. Vaut quatre Bah, cinq. s'il est pris au quatrième ou au cinquième tour, franchement, c'est un gros hold-up pour moi. Ouais. Parce que au poste, on ne l'a pas dit, mais souvent tu dois défendre peut-être des tight ends dans le slot, tu sais, faire gaffe, tout ça. Donc, ouais, mais après, sinon, comme tu as dit, c'est exactement quasiment le même profil, entre guillemets, que Pounds. C'est vraiment deux mecs qui sont très petits pour leur poste, mais qui gagnent souvent le fait que c'est pas grave qu'ils soient si petits, parce que esprit de compétitivité, ils ont une agressivité positive. C'est pas une agressivité comme vous le disiez pour Jacoby Thomas. Donc ouais, je pense que quand même, comment dire, il a son épingle, enfin, il peut vraiment être bon, comme tu as dit, et devenir le nouveau Drake Thomas en un peu plus, parce que l'un c'est un drafted et l'autre c'est un mec qui va sortir, voilà, quatrième, cinquième tour, enfin, on ne sait pas, voilà. Ouais, après Drake Thomas, il joue plus Will, alors que pour le coup, bah, Torian York, il a vraiment uniquement joué Mike pour l'instant. Oui, oui, Donc oui. c'est vrai que s'il faut jouer contre les Ravens et plaquer Derrick Henry 12 fois, ça va être plus dur. Mais je pense que ça peut être un très très bon professionnel. Ouais, et je voulais dire tirer son épingle du jeu, excusez-moi, j'ai un tout petit peu bugué. Nat, toi, qu'est-ce que t'en penses de Monsieur Torian York? Ouais. On en avait parlé un peu avec Tristan sur Discord, mais c'est un joueur que j'aime bien aussi. Je pense que s'il atterrit derrière une bonne D-line, ça va que améliorer en fait son jeu, parce qu'en fait moi le problème c'est que quand s'il y a des décrochements d'un tackle ou d'un guard, il va pas faire le poids et ça va être compliqué. Mais sinon en termes de QI football, d'instinct, sa manière de couvrir aussi, qui est, je trouve un peu ce côté, c'est un très très bon joueur. Dans un profil encore pour faire une comparaison, mais avec un profil en NFL qu'on peut connaître aussi, c'est
il est un peu plus lourd, mais je pense qu'il me fait un peu penser à ça dans son intelligence de jeu. Et un joueur sous-côté, c'est Elandon Roberts, qui a joué chez les Patriots, qui a joué chez les Raiders, qui a joué chez les Steelers aussi. Et ils font la même taille. Donc déjà, ça veut dire que c'est possible de jouer en fait à ce niveau-là, avec cette taille-là, et de performer. Donc je suis assez d'accord. Je pense que s'il est pris après le 5e tour, je ne comprendrais pas, parce que il y a des joueurs qui ont prouvé ça pouvait marcher avec ce physique-là. Donc je pense qu'il y aura peut-être autre chose, mais je pense que c'est vraiment un joueur et en plus voilà, qui a starté ses 3 saisons dès son année freshman à Texas A&M en sec. Donc c'est quand même quelque chose à souligner, c'est pas rien. Donc ouais, un très bon joueur. Ouais, et très bon blitzer en plus. Enfin bref, assez d'éloges sur un seul prospect. Ça en fait déjà 9. Donc voilà, ça vous fait. On en a fini. Ouais, on a fini, on a fait le tour. Ça vous fait plusieurs profils à aller regarder si jamais vous les connaissiez pas. On espère que l'épisode vous a plu. Est-ce que on peut faire quelques mentions honorables, peut-être s'il y a des joueurs, donc on va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez juste des joueurs que vous voulez mentionner, peut-être des joueurs un peu, voilà, de derrière les fagots. Bah, Vas-y, Nat, ouais, moi je j'en te ai laisse trois, démarrer. mais ils sont quand même un peu connus. Il y a Rayshon Benny de Michigan, qui est un defensive tackle, un moitié D-end, qui est pas mal du tout, qui a des bons pass rush moves, je trouve. Il y a Ezekiel Massis, le corner de Cal, qui est très frêle lui, mais qui a des très bonnes mains, qui a fait plein d'interceptions sur sa dernière année. Et le dernier, c'est Kendrick Law, c'est le slot receiver de Kentucky, qui est un joueur hyper sous-coté, je trouve. Tout le monde parle de Zachariah Branch, alors qu'ils ont à peu près le même profil, et qu'il y en a un, il va être drafté je sais pas combien de pics avant. Mais Kendrick Law, c'est un très très bon joueur qui peut aussi être utilisé sur le punt return et kick-off return aussi, je pense, en NFL. Ouais, bon, moi je peux mentionner peut-être Wesley Williams, le edge rusher de Duke, il me semble, euh, qui, je trouve, a pas mal d'outils pour être un edge rusher de rotation et de développement, sur lequel je mettrai une pièce au troisième jour. Ensuite, on n'a pas cité de O-line, donc je vais me permettre de citer des O-line. Deux O-line que j'aime beaucoup en haut de draft, c'est Kaylan Rutledge de Georgia Tech et Jennings Ducker de Iowa. Oui, Et en fin de draft, deux O-line que j'aime bien aussi, c'est Billy Strauss de Notre-Dame Notre-Dame, ouais. et Parker Brailsford de Alabama, qui joue centre et qui, je trouve, bah, idem que York et Pons, hein, vous l'avez compris, mais moi j'aime bien les bons joueurs de foot, même si ils n'ont pas forcément les dimensions idéales ou parfaites de laboratoire. Moi, tant que tu fais ton taf et que tu le fais bien, il n'y a pas de moule préconstruit ou préconçu. Donc voilà, moi je veux des bons joueurs de foot, et ça, c'est des bons joueurs de foot. Peut-être, ouais, dernière mention pour Bryce Lance, le frère de Trey Lance, qui joue receveur à NDSU et qui, je trouve, est un très très bon pari au deuxième jour aussi au poste de receveur. De toute la QV, c'est celui qui a la plus haute stat en yards par route courue en français. Et il est à plus de 3,5. C'est un truc de. Enfin, c'est des chiffres d'extraterrestres en vrai. Donc voilà, Bryce Lance. Ok. Moi, bon, il y a un mec qui est déjà très haut, mais pour moi, c'est un premier tour no-brainer. Et là, plus la draft arrive et plus j'ai l'impression de le voir reculer dans le truc, c'est que Colton Hood, ça m'échappe de pourquoi est-ce qu'au début il était annoncé premier tour clair et que là il commence un peu à descendre petit à petit. Donc voilà. Ça c'était le seul coup de gueule. Sinon, bien sûr, j'aime beaucoup Ted Hurst, Kevin Coleman Jr. aussi de Mizzou, qui pour moi, t'en parlais Nat, pour moi, Zachariah Branch, il va être pris bien avant lui, alors que je trouve que les deux ont quasiment voire le même rôle, et Kevin Coleman est pour moi meilleur que Branch. Donc voilà, et il y a un mec aussi que lui qui est projeté à ne pas être drafté, c'est Harrison Wallace de Third de Ole Miss. Pour moi, il a vraiment
beaucoup de qualité pour devenir receveur. C'est pour ça que je le mets en tant que chouchou. Et bien sûr, mon chouchou numéro un, hormis les trois que je vous ai dit, et aussi Mansour Dilane que je kiffe, c'est Jacob Rodriguez de Texas Tech. Voilà. Et ben, c'est en fait un paquet de noms et vous remarquerez qu'on a fait quasiment 1 heure à parler de football américain et qu'on n'a pas mentionné un seul quarterback. Donc voilà, bravo à nous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Très très hâte de vous retrouver pour la draft. Je sais pas si on fera peut-être on passera en live sur la chaîne du Foot US. Euh, et puis bah, on vous embrasse. On vous souhaite que votre équipe draft le plus de Pro Bowlers possible et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Bye.